La transformation profonde de notre Afrique, portée par une jeunesse dynamique qui va accélérer les enjeux stratégiques. Alors, avec nos panélistes, nous allons en tout cas explorer les opportunités, mais aussi les obstacles, comme nous l'avons dit, et comprendre les obstacles, identifier les leviers, et imaginer ensemble, nous tous ici, ils vont partager leur expérience, mais ensemble, nous allons imaginer le leadership de demain, génération leader. Aujourd'hui, pour parler du leadership africain, moi je vais dire que être un leader africain, c'est d'abord commencer par les moyens que nous avons à notre disposition, tout en ayant une idée vraiment très claire ou bien une vision très claire de ce que nous voulons faire. Et quand je prends le cas de Arrache Togo est né vraiment à partir de vraiment rien du tout. J'ai toujours l'habitude de le dire, j'ai commencé avec 11 bols d'arachide, comme je le disais. Comme tous ceux qui savent, à Lomé, ici, c'est tellement difficile, tu ne peux pas être locataire dans une maison et puis se permettre de faire ce travail-là que j'avais voulu faire. Alors, c'était tellement difficile. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste commencé par écraser mes pas d'arachide depuis le village, comme on voyait ici à Lomé, et que je commençais à commercialiser. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé avec une petite quantité de 11 bols d'arachide et j'ai vu que les gens vraiment appréciaient voilà, le produit que nous proposons. Des personnes disaient que ça faisait vraiment longtemps qu'ils ont encore consommé un produit aussi bon. Alors, ça m'a donné le courage de doubler la production et en moins de quelques semaines, c'est fini et c'est dans ce sens-là que voilà, je me suis lancée. Et je vais aussi dire, être un leader africain, c'est voir les opportunités où tout le monde voit qu'il y a un problème. Arrache Togo est né au temps de Covid. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont dire que Covid a fait ci, Covid a fait cela, mais c'est dans la période de Covid-là que Arrache Togo est né. Voilà, merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit en insistant sur la capacité de voir, de la vision. Voir est essentiel. Et la vision, c'est comme une étoile. On ne l'atteint jamais, mais elle guide notre marche. On ne peut pas dire qu'on a atteint sa vision, ses objectifs, peut-être un peu plus sa mission, mais la vision est lointaine. Et elle a dit quelque chose, je voudrais rebondir là-dessus, vous le verrez à l'entrée de Sichem, avec bienvenue, c'est la nuit que l'on voit les étoiles. C'est la nuit que l'on voit les étoiles, c'est quand il fait nuit qu'on voit les... C'est quand il y a des crises que les opportunités, que les nouveautés peuvent venir. Notre monde, évidemment, est en crise. On n'a plus besoin de s'attarder là-dessus. Nous sommes en crise, notre humanité est en crise. Et il appartient à ceux qui ont reçu ou veulent devenir leaders d'apprendre à voir et à frayer un chemin. C'est ce que, bon, on essaie avec d'autres, tous ensemble, de faire. On dit aussi que quand un homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Quand 2 ou 3 hommes font le même rêve, c'est possible que cela devienne réalité. Et donc, le leader, par définition, pour moi, c'est celui qui voit, c'est celui qui rêve, mais celui qui est capable, avec d'autres, de marcher vers l'incarnation du rêve dans la réalité, dans la vie des hommes et des femmes. Merci beaucoup, Antoine. Je note la vision. C'est très important, il faut voir. Le leadership, je peux juste le définir comme cette capacité à avoir une vision et aussi à tracer des passerelles pour faire adhérer les autres à la vision. Parce que généralement, une vision,
on ne peut pas l'atteindre seul. On a besoin des gens avec nous. Et quand ces gens ne coopèrent pas vraiment, n'épousent pas la vision, souvent c'est difficile. On a des problèmes. Donc le leader, c'est cette personne-là qui peut voir la lumière là où il y a les ténèbres et qui est capable, avec audace, d'amener les autres à partager les mêmes idées pour que les objectifs puissent être atteints. Merci. Merci, je note qui dit être avec. Seul, on va plus vite, mais avec, on va plus loin. Alors, j'ai encore une autre question, toujours dans la même lignée. Alors, là où vous êtes assis, est-ce que vous reconnaissez l'idée, là où vous êtes assis? Moi, on vous a dit. Et dites-nous dans quel domaine précisément vous sentez l'idée. D'accord, merci. Je suis leader, je l'affirme, et d'autant plus que nous, actuellement, comme je le dis, je travaille à Sadari, nous produisions de la provende et nous avons une équipe. Actuellement, je ne peux même pas me déplacer pour venir ici si je n'ai pas une équipe pour assurer le derrière. Vous voyez un peu. On fait beaucoup de choses. En dehors de la provenderie aussi, nous avons d'autres fermes. Et le directeur général aussi est là avec moi. Nous avons d'autres fermes aussi, où nous avons des volailles et tout. Donc, en fait, seul, vous ne pouvez pas. C'est ça la réalité. Donc, vous pouvez prendre l'initiative, mais en tant que leader, vous devez amener les gens à adhérer vraiment à l'initiative, à la vision, pour que vous puissiez travailler ensemble. Donc, actuellement, je suis ici, mais il y a les gens qui travaillent pour la vision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je l'affirme, je suis une femme leader parce que je pense que une femme leader, c'est une femme qui inspire les autres, c'est une femme qui impacte les autres. Et comme exemple, je peux dire, il y a des personnes que chaque jour, quand Dieu fait, les gens ne cessent de me contacter pour dire vraiment, je veux être comme toi, je veux faire comme toi, je veux faire comme toi. Donc, je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'inspirer autour de lui, travailler avec les autres et amener les autres à atteindre l'objectif qu'ils ont défini dès le départ. Et le départ, c'était une seule personne, comme le grand frère vient de le dire. Mais avec la vision, on amène les autres, voilà, à adhérer. Et le plus grand problème là-bas, c'est comment faire pour amener ces personnes-là à adhérer à la vision. Voilà. Merci beaucoup. Antoine, j'ai peur de poser la question, mais je vais la poser quand même. Bon, je commencerai par dire que c'est aux autres de reconnaître un leader. Oui. On peut sentir, on peut vouloir, on peut essayer, mais il faut une reconnaissance. Et il faut une reconnaissance. Et si, dans la réalité, les gens, mes prédécesseurs ont décrit tout à l'heure, du leadership, ce que nous avons donné, nous tous, du leadership, ça commence à porter ses fruits et que les gens nous reconnaissent, parce qu'il y a des noms qu'on peut se donner, mais que les gens ne nous donnent pas. Hein? Et que les gens ne nous donnent pas. Il n'y aura véritablement de nom que quand les gens nous le donnent, commencent à prononcer. Ça vient confirmer quelque chose. Ce qui est essentiel dans le leadership, à mon avis, c'est les fruits. Et Victoire l'a dit tout à l'heure que les gens viennent volontairement, ils reconnaissent. Et c'est ça, sur ça que je voudrais insister. Elle a dit aussi inspirer. On voit que les gens inspirent. Et évidemment, pour ma part, je peux dire qu'il y a des moments donnés
je vois. J'ai cette capacité de voir, d'analyser et d'oser. Et ça, je crois que c'est un don, mais que notre famille, Fondation, m'a aidé à perfectionner. Aujourd'hui, j'ai une plus grande facilité à voir. Et les choses, rapidement, ça dépend aussi, bon là je vais revenir sur ça dans la suite, mais cette capacité à se connecter. Parce qu'on ne peut voir que quand on est connecté. On est connecté à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit. Donc cette capacité-là, en tout cas, cette réalité-là m'habite profondément. Bon, tout dépendra de ce que les gens reconnaissent ou ne reconnaissent pas. Bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, les crises sont des opportunités de laisser et voir des réalités. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade de notre échange. Merci. Je vais rester avec vous, Antoine. J'aimerais savoir, si vous pouvez donner un exemple dans un domaine dans lequel vous avez fait rayonner votre leadership. Un exemple, durant votre parcours. Je sais que vous êtes dense, il y en a tellement, 36 ans de parcours. Bon, là aussi, je vais donner un exemple qui date de très longtemps, pour ne pas frustrer les gens. Il y a, oui, 35, 36 ans, quand on démarrait l'expérience de Sichem, on avait eu, je dirais, une très bonne opportunité. L'un de mes premiers parrains, je peux dire, qui a fait le déplacement d'ici pour nous voir, avait 80 ans, 77 ans. Et ils venaient en Afrique pour la première fois. Et quand ils sont venus, on commençait à peine, on n'avait pas de moyens de déplacement. On a loué un véhicule qui est tombé en panne plusieurs fois. Et avant de partir, ils ont proposé de nous acheter une voiture. Et évidemment, c'était une bonne opportunité. J'ai dit non. Ça a été un débat assez virulent entre nous, la petite équipe. J'ai dit non. Et j'ai dit, mais s'il nous donne une voiture, est-ce qu'il va nous donner de l'argent pour acheter le carburant, pour rouler? Est-ce qu'il va nous donner l'argent pour l'entretenir tout le temps? Nous, on avait à peine de quoi vivre au quotidien. Et on ne pouvait pas se permettre d'entretenir, et ça va introduire des facilités auxquelles on va s'habituer. Et j'ai dit non. Quand le moment sera venu, on va avoir pas seulement une voiture, mais des voitures que nous serons capables d'entretenir, d'acheter d'abord, d'acquérir et d'acheter. C'est ce qui est arrivé. Bon, on n'a pas de belles voitures ici, hein, mais on a des moyens de déplacement. Depuis 1996, où un véhicule est entré ici sur le site, depuis ce moment-là, on a toujours eu des véhicules jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, ça a été difficile. Sur le coup, on a dû s'expliquer des heures, des jours, mais à la fin, quand le moment de ce que j'avais vu est arrivé, il y a eu une adhésion commune autour de ça. Donc, c'est un petit exemple que je peux donner. Et ce n'est pas apaisé, mais je suis certain et confiant avec l'une ou l'autre personne. La confirmation aussi, c'est que quand il y a une, deux personnes qui sont même sans pouvoir expliquer, sans pouvoir défendre jusqu'au bout, il y a cette tendance naturelle, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Ça ne veut pas dire d'imposer son point de vue, mais ça veut dire d'accompagner progressivement à la compréhension de cette réalité. Merci beaucoup. Victorine, dis-nous, allons-y. Comment vous avez réussi à les convaincre? Ou bien vous n'avez pas convaincu? Parce que quand j'écoute Antoine, moi, en donnant l'exemple du véhicule, je me dis, mais on
on va revenir tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, a saisi les opportunités. Maintenant, voilà une opportunité qui se présente à lui, mais on a cette décision difficile de dire non. Vous voyez un peu. Alors, dites-nous. Alors, il nous est arrivé une fois, on voulait faire un prêt. Un prêt? Oui, un prêt de 1 million auprès d'une connaissance. Et malheureusement, ou bien heureusement, malheureusement pour nous, notre connaissance nous fait savoir qu'il n'était pas en mesure de nous donner les 1 million, mais c'était plutôt une somme de 300 000 qu'il pouvait nous trouver. Alors, moi, j'ai trouvé qu'en prenant les 300 000 ne vont pas nous permettre de réaliser ou bien de faire ce qu'on voulait faire avec les 1 million. Donc, le mieux serait de laisser et chercher ailleurs. Voilà. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Ils se disent qu'avec les 300 000, on peut plutôt faire ceci, faire cela, alors que ce n'est pas ce qui était prévu. Voilà, mais avec le temps, j'ai essayé de les convaincre et finalement, on a laissé tomber les 300 000. Merci. OK. Monsieur Gallet? J'ai eu à rencontrer plusieurs de ces situations. Si vous le permettez, peut-être je vais aller rapidement juste avec deux. Et je commence par la situation la plus récente. Et à un moment donné, au niveau de la gestion, on avait eu des difficultés où on voyait que le personnel ne répondait pas comme cela se devait. Et c'était des réflexions, on se disait, est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut continuer encore? Donc, j'ai un peu analysé la situation, je me suis dit, en fait, le leadership, c'est aussi cette capacité à coacher les autres. Alors, j'ai dit à l'équipe de direction, on va encore prendre un peu de temps. Moi, je crois en la capacité de tout le monde. On va essayer de coacher les gens. Et j'ai pris le devant, je me suis dit, je vais coacher l'équipe, on va avancer, on va voir ce que ça va donner. Et c'est ainsi qu'on a eu à accompagner l'équipe. Et chemin faisant, il y en a qui ont vision et qui sont actuellement avec nous. Mais sur le même chemin, il y en a eu aussi qui ont compris que non, pour cette saison, je ne peux pas servir, demander aussi à se séparer avec nous. Au lieu de prendre une décision dans la précipitation et peut-être pour libérer des personnes qu'il ne fallait pas libérer, on a eu à accompagner un peu l'équipe pour pouvoir sortir et le cas là. La deuxième situation que je peux évoquer, c'était un projet où avec le Covid, le confinement, on ne pouvait plus vraiment sortir pour mettre en œuvre ces projets-là. On était tous en confinement. Alors, on se demandait comment sera l'avenir. Si j'étais en ce moment au niveau des ONG, comment sera l'avenir? Et on réfléchissait beaucoup à comment faire parce que c'était une situation que personne ne maîtrisait pas vraiment. Ça a commencé, ça va finir quand? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à un moment donné, le coordinateur de la structure avait suggéré qu'on puisse venir en aide à la population et avec les moyens que nous avons. Et c'était devenu une discussion au niveau de l'équipe où on se disait, bon, si le peu de ressources qu'on a, on utilisait tout ça là aussi en même temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir et s'il y a d'autres besoins. L'équipe n'a l'idée du coordinateur et j'ai aussi pris la parole pour appuyer ce que le coordinateur a dit en la matière, pour expliquer qu'en fait, nous travaillons une difficulté. Si on se montre près de cette communauté, dans cette difficulté, même après Covid, quand nous allons encore venir sur le terrain, on avait écrit aux partenaires pour demander l'autorisation de réorienter les activités pour tellement eu l'adhésion de cette communauté que même après Covid, même si nous avons certaines activités qu'on
on les appelle tardifs, ils sont avec nous parce qu'ils sont vraiment reconnaissants que dans les moments difficiles, on était venus pour les soutenir avec des masques. Merci beaucoup. Je vois que quand on parle des défis, que des défis que vous avez relevés à travers cette question, je note qu'il y a des défis internes au niveau de vos équipes, jour au jour, et même des défis externes. Lorsqu'on veut lancer un projet, être résilient, parce que sachant que ce ne sera pas du tout facile, mais on va toujours garder la tête haute, on va continuer, on ne va jamais abandonner. C'est ce que je dirais. Donc, l'entrepreneuriat, selon vous, c'est qu'on soit d'abord conscient de la décision qu'on veut prendre, oui, et aussi tout ce qui va avec. J'ai apporté ici un ouvrage. Si vous ne l'avez pas lu, il faut chercher à le lire, de Mohamed Younous, qui parle de l'entreprise, de l'entreprise sociale, de social business. Je ne veux pas m'attarder là. Je voudrais dire essentiellement que c'est de répondre à des besoins. C'est-à-dire, dans nos sociétés, c'est ça l'entreprise, c'est répondre à des besoins. Ce besoin peut être matériel, ça peut être immatériel, ça peut être spirituel, ça peut être... C'est ça une entreprise, c'est répondre à des besoins qu'on a identifiés. Parce que, pourquoi je voudrais aborder ça? Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés, surtout en Afrique, nous pensons que nous sommes pauvres. Nous avons intégré que nous sommes pauvres. Pire, que nous sommes dans la misère. Et tout ce qu'on fait, on déploie beaucoup d'énergie pour entreprendre, justement, et gagner des moyens matériels et financiers. Et pour se rendre compte après que nous avons créé d'autres problèmes. Bon, c'est un cycle sans fin. Mais que l'entreprise génère des problèmes, non, l'entreprise doit générer des solutions. Et parce que, je le dis, ça c'est une conviction, qu'aujourd'hui, après des années de l'entreprise, d'entrepreneuriat, du capitalisme, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'humanité où nous risquons de disparaître, où nous mettons en péril les générations, la vie des générations à venir, sur l'environnement. Beaucoup, bon, on parle ici d'écologie, c'est un thème majeur. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'entreprise, c'est essentiellement répondre à des besoins qu'on a identifiés pour lesquels on s'engage. Voilà ce que je voudrais dire. Okay. Pour Donc, commencer. Pour vous, c'est de répondre à des besoins, quels que soient besoins spirituels, matériels. Victorine. Je n'avais rien. Quand j'ai dit rien, je n'avais rien. Il n'y a pas d'équipement pour la production et tout. Mais on a continué dans ce sens parce que c'est une décision qu'on a prise. Les gens sont déjà habitués aux produits. C'est un besoin qu'on est en train de répondre. Alors, on a continué dans ce sens. Il y a aussi le fait de trouver des personnes qui sont prêtes à, porter la vision avec vous. C'est vraiment difficile. La plupart des personnes viennent juste travailler pour avoir leur argent. Ils ne sont pas prêts à réfléchir avec vous l'évolution de l'entreprise ou bien l'évolution de la vision que vous êtes en train de porter. Leur objectif, c'est de travailler et de prendre leur argent. Quand tu tournes le dos, on ne fait plus les choses normalement. Donc, je peux dire, en quelque sorte, c'est les difficultés que nous rencontrons. Et surtout au début, c'est vraiment difficile. Il y a aussi le prix des produits. Il y a déjà des personnes qui sont là, et puis toi, tu viens avec un nouveau produit pour proposer. C'est tellement difficile. Mais on faisait du porte-à-porte. Il faut aller dans les restaurants, les boutiques, il faut démarcher,
voilà, pour présenter les produits, convaincre les clients, voilà. Et ce que moi je faisais tout possible. Quand c'est la toute première fois, je fais tout pour te convaincre. Et une fois que tu consommes le produit, je ne vais plus parler, mais c'est toi-même qui reviendras pour réclamer les produits. Voilà. Merci. Je note le défi de financement. C'est vrai, dans notre contexte africain, togolais, défi d'équipement. Voilà. Vous avez commencé de façon artisanale. Voilà. Et les ressources humaines. Comme je venais de le dire, chez nous, nous sommes jusqu'à 8 enfants. Oui. Et je suis la seule fille qui a eu le bac et qui a eu la licence. Et puis, on finance tout ça là. Et à la fin, toi, tu viens dire que tu veux vendre Azitoutou, c'est-à-dire la pâte d'arachide. C'est Azitoutou que toi, tu veux vendre. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Et la maman qui a refusé. Donc, elle a quand même un certain temps sans me parler. C'était tellement difficile. Mais avec le temps, quand elle-même, elle voit les résultats, elle est satisfaite. Et tout ce qu'elle voulait, elle voulait aussi mon bien. Elle voulait que je travaille dans un bureau. Elle voulait que je m'habille en veste, que j'achète une voiture. Et c'est ce qu'elle voulait. Et la première fois, quand j'ai ouvert ma boutique, quand j'ai payé mon bureau, je l'ai envoyé photo. Je dis, maman, j'ai mon bureau aujourd'hui. C'est pas que je travaille chez quelqu'un. Et la première fois que j'ai payé veste, je l'ai envoyé photo. La première fois que je devais prendre volet, je dis, maman, ta fille qui vend Azitoutou là, elle veut prendre volet. Elle n'a pas cru. Mais elle a vu les photos et elle a cru. Juste pour dire que tout le monde peut être contre nous, mais quand toi, tu sais déjà là où tu veux aller, tu as la vision, tu comprends ce que tu fais, il faut juste avancer. Avec le temps, les gens vont te suivre. Merci. Merci beaucoup. Vendre arachide, Azitoutou. Et puis elle dit, donc quand on va demander sa fille qui a le là, elle fait quoi? Oui. Elle va dire qu'elle va arachide. Ça veut dire... Merci beaucoup. J'ai noté aussi de l'anticipation, de l'innovation, de l'adaptation. Parce que quand il y a un problème, vous êtes obligé de vous adapter. Tu as parlé tout à l'heure de porte à porte. Ça veut dire que vous avez changé d'approche. Là, je crois que c'est un défi. Tu veux ajouter quelque chose avant que je le donne? Parce que tu as tellement de choses à nous dire. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Ok, d'accord. Je vais donner la parole à M. Gallet. Vous, défi. Et je vais commencer avec un projet qu'on avait eu à faire en mettant en place des clubs des mères. Les clubs des mères. Les clubs. Donc, on les accompagnait autour de la santé maternelle et infantile et aussi à avoir des activités génératrices de revenus dans les milieux reculés, comment faire le stockage et tout, le commerce du soja et tout ça, là, on les accompagnait. Aussi, comment faire la farine enrichie pour éviter certains problèmes de santé qu'on a notés au niveau des enfants dans la communauté. Et à un moment donné, on a vu que des résistances ont commencé par émerger du côté de leur mari. Donc, jusqu'à un moment où il y a eu certains maris même qui ont commencé par interdire à leurs femmes de venir aux activités du club des mères. Et d'autres difficultés, c'est des résistances par rapport à l'application de certaines règles d'hygiène dans la maison où le mari, lui, trouve que non, ça c'est de l'exagération et tout. Et on s'est dit, mais on veut aider les femmes. Maintenant, c'est comme on est plutôt en train de leur créer des problèmes dans leur foyer. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser le projet ou bien est-ce qu'il faut continuer le projet? Et habilement, on a eu l'idée de regrouper aussi les hommes en club des pères. Et en même temps, on s'est dit, on va anticiper aussi avec les jeunes. Et on a mis en place aussi les clubs des jeunes. Et quand on a commencé ces activités, en fait, les hommes aussi ont compris quand même leur rôle dans la santé maternelle et infantile. Et la plupart des hommes ont commencé par maintenant appuyer leurs femmes dans les initiatives qu'elles prenaient. Les premiers obstacles, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'il y a dans notre tête. C'est ce que nous croyons. Et donc, c'est nos propres limites qu'on donne à ceux qui nous entourent. Ou ce qu'on veut engager comme aventure, c'est nos propres limites.
au fur et à mesure que nous sommes capables d'enlever ces limites-là, on voit que, bon, il y a plus de peur. Il y a la peur d'échouer, hein, et la peur d'échouer. Et en échouant dans une activité, d'échouer pour sa vie, que sa vie échoue. C'est une peur qui nous tenaille. Et il y a des jours où, bon, on est pris dans ça, et quand on est pris dans ça, ça nous paralyse. Ils l'ont dit, c'est notre entourage immédiat, surtout ici en Afrique, où on a, c'est une force d'être en communauté, mais c'est aussi un poids, c'est aussi un frein quelquefois, où on veut s'émanciper un peu, sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise. Ça devient un poids. Elle a bien dit tout à l'heure, à travers son exemple par rapport à sa maman. Moi, ça me rappelle mon papa, quand on avait commencé l'aventure de Sichem ici, on a creusé un puits au fond. Et les puisatiers sont venus, ils ont creusé jusqu'à 13 mètres. Et ils avaient trouvé que le sol était trop dur et qu'ils ne pouvaient pas continuer, ils sont partis. On les a accompagnés en faisant les 13 mètres. On a vu comment ils faisaient. On faisait avec eux. Et donc, quand ils sont partis, on s'est mis à le faire. Et j'avais deux autres frères, hein, du même papa, dont Raphaël, et des neveux. Donc, on prenait un risque fou. On n'était pas de puisatiers à vouloir creuser des puits. Un soir, quand notre papa est passé nous voir, on faisait le travail, je l'ai vu, il était peiné. Il avait toute la peine, je le sentais, je le connais, dans ses yeux. Mais quand il m'a regardé dans les yeux, il savait qu'il ne pouvait pas m'arrêter. Parce qu'on avait besoin de l'eau. Si on n'avait pas l'eau, on pliait bagage, on partait. Donc, et on allait jusqu'au bout. Et bon, c'est encore une histoire. Depuis, on a trouvé l'eau. Mais c'est nous-mêmes, c'est notre entourage. C'est aussi la mentalité ambiante qui nous entoure. C'est ça les vrais obstacles. Les vrais obstacles ne sont pas techniques, ils ne sont pas financiers. C'est les schémas, les schèmes dans lesquels nous nous emprisonnons. Il y a un voisin ici, à un moment donné, il dit, mais vous allez mourir, vous n'êtes pas des puisatiers. Et d'ailleurs, il n'y a pas l'eau. Vous prenez, il dit, mais il n'y a pas l'eau, qu'est-ce qu'il y a sous terre sinon l'eau d'abord. Donc voilà. Donc ces schémas-là sont très très difficiles à briser, en tout cas à quitter, mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas ouvrir de voies nouvelles. Hein. Donc c'est essentiel d'aider à relever les défis matériels, les défis financiers. Il y a toujours la solution. Nous n'avons, je ne peux pas dire que dans notre manière de faire, nous ayons inventé beaucoup de choses. On n'a pratiquement rien inventé. On est allé trouver les solutions là où il y en a. Il y a des solutions. D'autres ont trouvé avant nous. Il faut aller les chercher. Mais il faut oser aller les chercher. Et il faut croire qu'il y a quelque part des solutions pour aller les chercher et les trouver. Comme il a dit, bon, avec les femmes, on commence à avoir des problèmes. Donc la solution, c'était de mobiliser les hommes. Et c'est souvent comme ça la vie dans le leadership, dans l'entrepreneuriat. Il y a 80% de chances que la solution soit parmi nous dans cette salle, pas ailleurs. Hein. Et un grand tradithérapeute, hein, c'est un médecin, hein, chirurgien, médecin, a dit, c'est le frère, comment son nom peut m'échapper comme ça. En tout cas, vous le connaissez au Bénin, au Togo. Il travaille à Tangueta et à Fagnan. Il a dit que souvent, les maladies que nous avons, les remèdes pour le soigner sont dans l'environnement. Et moi, je l'ai souvent vérifié ici. Hein, il y a toujours une plante à côté. Quand on prend ça, nous soulage au moins momentanément. Donc, les ressources sont dans le système. Mais encore faut-il croire que ces ressources-là existent et sont à notre portée.
Merci beaucoup. Les ressources. Elle est de retour. Oui, je crois que c'est ce que je note. Un entrepreneur doit s'adapter, doit anticiper. Et les défis, ça n'en manque pas. You want to go into entrepreneur, and how best can you balance this energy you have with the entrepreneurial skills or whatever you want to engage in so that you have a good, balanced life? Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire la vie, quand on s'écoute, quand on écoute, quand on observe, la vie nous donne de bonnes leçons. Quand vous allez trop vite, elle va vous ralentir. Quand vous prenez du retard, vous allez découvrir. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est de poursuivre l'étoile, de poursuivre le rêve qui nous habite. C'est vrai, il faut qu'il y ait de la sagesse. Mais moi, je pense que cette sagesse nous est donnée de façon naturelle si on est vrai avec soi. Bon, c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas de, c'est chacun de frayer son chemin parce que il n'y a pas de recette à appliquer point par point. Il y a de grandes orientations, il y a des leçons que des gens ont apprises mais qui ne peuvent ne pas être valables pour nous. Donc oui, ils ont continué avec ça. Ils ont essayé d'améliorer et au fur et à mesure, on a des versions améliorées de téléphones, des téléphones plus rapides qui fait aujourd'hui beaucoup de choses même que simple appel et nous évoluons. Donc du coup, il ne faut vraiment pas avoir peur. Surtout, c'est la peur de l'échec qui nous empêche des fois d'aller. Mais l'autre chose que j'aimerais souligner aussi, quand on échoue aussi, il faut aussi être humble pour demander conseil à des personnes qui ont déjà réussi dans ces domaines qu'on connaît, pour qu'on puisse avoir aussi de l'accélération. Donc, il faut aussi l'humilité. Des fois, c'est des trucs très simples, mais parce que tu n'as pas ça, tu es bloqué. Peut-être que quelqu'un a déjà la solution. Au lieu de passer assez de temps pour dire « moi, je suis jeune, j'ai la force », on peut s'humilier un peu pour aussi demander conseil. Et peut-être ce conseil-là peut nous débloquer. D'où l'importance aussi de se connecter à des bonnes personnes qui évoluent dans le même domaine où nous voulons évoluer. Merci. Merci. Et qu'on voit une différence à mon produit par rapport à ce que les autres sont en train de proposer. Et ma question maintenant, je voudrais que chacun de vous essaie, quand on vous entend, c'est dit que on a réussi, on a fait ça, mais je voudrais que vous nous donniez aussi témoignage des échecs que vous avez eus et comment vous avez pu sortir de ces échecs-là en apprenant de ces échecs. Qu'est-ce qui a été ma colère? Qu'est-ce qui a été ma colère en tant qu'entrepreneur? Moi, j'ai décidé de réussir et de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'après mon bac, je n'ai pas été élevée par mes parents. Mon papa est décédé depuis que je faisais le CM1. Donc, j'ai été élevée par une autre famille, en fait, qui avait voulu, qui a dit qu'il voulait m'aider. Et après mon bac, mon tuteur a voulu que je n'aille pas au campus. Donc, la plupart des personnes au village disent que la plupart des filles qui ont leur bac et qui viennent à l'université se prostituent. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas me prostituer. J'ai dit, je réussirai, je ne vais pas me prostituer, je travaillerai et je gagnerai à la sueur de mon front. Heureusement que j'étais habituée à faire des activités génératrices de revenus. Donc, c'est cette somme-là qui m'a permis de pouvoir m'inscrire à l'université. Vous voyez. Donc, quand je lui ai fait savoir que j'avais déjà mon argent pour m'inscrire à l'université, j'avais seulement besoin d'un lieu où dormir. Je ne vais pas te déranger, quoi que ce soit, pour l'argent. Il a accepté. Donc, c'est quand je suis arrivée, un peu, j'ai commencé à vendre des arachides. Alors, quand on parle de l'arachide et qu'on parle d'Arrache Togo, c'est une histoire que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je vendais des arachides. Ceux qui connaissent Azigbo, là, c'est ça que je vendais. Et un jour même, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes professeurs à l'université. Il me dit, mais tu es étudiant? J'ai dit oui. Il m'a dit de vendre tout le monde ici. J'ai vendu tout le monde. Et il m'a donné un gros billet
Vous comprenez un gros billet. Donc, j'étais tellement en colère. Personne ne me comprenait en fait. Ma maman, qui est toujours malade, personne ne me comprenait. Et j'ai dit, je réussirai, je serai un témoignage. Et c'est là que je trouve, comment dire, ma force en fait. J'ai dit, je dois faire la différence. Et à chaque fois que j'avais mes Azigo pour sortir, j'ai dit, Seigneur, toi-même tu l'as dit. En fait, excusez-moi, tu l'as dit qu'on mangera la sueur de notre fond. Moi, je ne vais pas me prostituer. Voici donc ce que je veux faire, s'il te plaît. Et Dieu écoutait toujours ma prière. Les amis, prions. Il écoutait. Quand je sors, quel que soit le nombre de bols que j'écrasais, je ne faisais même pas 2 heures de temps. Et je revenais. Les gens s'étonnaient. Au même moment, les gens vont préparer Azigo, 1 bol, 2 bols, toute la journée. Ils vont encore ramener. Dieu était avec moi. Donc, c'est là qu'est née ma colère. Merci. Merci beaucoup, vraiment très, très, très émouvant. C'est pas facile. Les échecs, la colère. Je peux l'évaluer à 2 volets. Premièrement, je refuse d'être banal. Donc je me dis, si Dieu nous a créés à son image, comment se fait-il que je vais être banal, je vais être insignifiant, je veux être un jeune où, bon, peut-être on dira que c'est les jeunes et il n'y a pas d'impact. Et ma deuxième colère, quand tu es né dans une famille, bon, moi, mon père n'était pas pauvre en tant que tel, mais c'était un polygame. Donc, quand ton père est déjà polygame, il faut savoir qu'il y a des choses que tu auras envie de voir, mais tu ne veux pas avoir. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour supprimer définitivement la pauvreté, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ma génération. J'avais sollicité un informaticien avec qui j'avais eu à travailler dans le passé. Il était bien, il était rapide et nous accompagnait. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai plus eu à travailler avec lui. Mais vu la manière dont on avait travaillé avant, j'ai gardé cette confiance-là et je l'ai sollicité. On a commencé le travail. Ça n'évoluait pas comme cela devait évoluer. Mais on avait un besoin pressant d'informatiser un certain nombre de choses. À un moment donné, je dis, bon, moi-même, je vais t'aider dans ce que je peux faire pour aller vite. Bon, pour la gestion, voilà, il faut positionner ici comme ça, pour nous positionner ici comme ça. Mais après un temps, quand tu reviens, toujours, les choses n'évoluent pas comme cela devait évoluer. Jusqu'à un moment donné, il y avait une sainte colère qui était montée en moi. En fait, c'est quoi? Je ne vais pas me laisser dépendre de quelqu'un comme ça, indéfiniment. En fait, je ne sais même plus quand est-ce qu'on peut finir l'affaire là. Et puis, je vais rester là. Parce qu'on faisait beaucoup de choses. Je me disais, bon, il faut que quelqu'un puisse nous soutenir là-bas. Et jusqu'à un moment où, vraiment, j'ai décidé d'abandonner. Et ça, je remercie le DG qui, à un moment donné aussi, m'avait compris. Parce qu'on avait déjà dépensé des centaines de mille dans l'affaire là. Mais, à un moment donné, je leur ai dit, vous savez, moi-même là, je ne suis pas informaticien, mais je veux faire quelque chose, du moins ce qu'on va utiliser provisoirement en attendant. Merci beaucoup. Ce que je vais dire, s'il vous plaît, ayez l'aimabilité d'être audacieux. Allez vers l'inconnu. Soyez audacieux, visionnaire, résilient. Rien n'est facile. Hein. J'ai dit bien, rien n'est facile. Donc, si toi-même, tu sais déjà que rien ne se gagne facilement, quand c'est dur, tu dois comprendre que tu dois continuer jusqu'à ce que ce qui est dur là devienne mou. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez entreprendre dans quelque chose, s'il vous plaît, allez prendre des informations. Allez prendre des informations et lancez-vous. Et que personne ne vous décourage. Tant que vous savez ce que vous voulez faire, que personne ne vous décourage. Allez-y, avec le temps, ils vont comprendre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, que personne ne vous décourage. Je remercie tout le monde ici présent pour l'initiative et en m'adressant aux jeunes,
j'aimerais tout simplement leur dire, si vous-même, vous ne croyez pas en vous, personne ne pourra croire en vous. Si vous-même, vous ne vous faites pas confiance, personne ne pourra vous faire confiance. Ceci dit, au début, vous pouvez avoir des résistances. Les gens peuvent ne pas vous croire. Les gens peuvent vous dire des mots qui vont vous décourager. Mais si vous-même, vous tenez bon, même dans tout ça là, vous croyez en vous, vous croyez en cette vision, vous croyez en la capacité que vous avez et vous mettez tout en œuvre, quand les fruits vont commencer par sortir, vous n'aurez plus besoin de parler pour convaincre les gens de quelque chose. Systématiquement, ils vont venir. Les gens n'attendent que les fruits, les résultats, je vous assure. Mais quand vous êtes dans le processus, ils peuvent ne pas vous croire. Il n'y a pas de problème. C'est quand tu es jeune, il y a certains trucs, mais il y a certains chantiers, c'est toi-même qui vas le creuser. Quand on est rentré dans l'entrepreneuriat agricole, on nous avait dit que non, c'est là-bas qu'on va gagner des millions. Mais je t'assure, aujourd'hui, je ne veux pas te décourager. Dans le deuxième postulat, que c'est de la programmation neurolinguistique, c'est il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des occasions pour apprendre. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des occasions pour apprendre. Ceux qui sont intéressés par les échecs dans l'aventure que j'ai menée, je peux dire aujourd'hui, tout est échec ici. Tout est échec. Si vous ne le voyez pas, hein, certains le savent, avec Ferdinand Ama, on en parle au quotidien. Là, c'est pas ça qu'on a voulu faire. Ça n'a pas donné ses promesses. Partout. Tout est échec. Je peux dire. Mais tout est occasion pour apprendre. Et moi, je peux dire la grande échec, pour moi, je n'ai pas réussi à contaminer suffisamment ou jusqu'au bout les gens qui m'entourent. Hein. Et c'est un sujet de colère. Hein, oui, ils connaissent. Hein. Quand ça vient là, bon, très peu de personnes peuvent tenir. Et la colère fondamentale qui soutient ça, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour la misère. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de dernier chez des humains. Nous sommes tous premiers quelque part. Nous sommes tous premiers. Et quand quelqu'un est dans une situation où il pense qu'il a échoué, hein, ou bien les gens l'accusent d'échec, là, ça ne ressemble pas à ce pourquoi on est fait. Et donc, il faut trouver. En tout cas, la colère, l'échec, c'est au quotidien. Celui qui refuse l'échec refuse d'évoluer. Donc, on a appris. Aujourd'hui, moi, je dis, là où je suis arrivé, j'ai beaucoup de projets dans ma tête, beaucoup d'idées. Hein, ça vient à une vitesse. Bon, quand je me concentre un peu, il y a 2 endroits où je suis le plus inspiré. Quand je suis au volant, quand je conduis, hein, j'ai beaucoup d'inspiration. Si j'ai des problèmes, je prends une voiture, je vais quelque part, j'ai des inspirations. Et bon, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, je dis, à l'étape où est arrivé Sichem là, je ne vais plus écrire un projet. Ça, c'est l'ascèse que je me donne. C'est à d'autres de le faire. Et je suis là pour accompagner, pour appuyer. Si on a besoin, c'est tout. Autrement, je vais me croire tout puissant, alors que je ne suis pas. J'ai fait ma part. L'échec fait partie du chemin. Et finalement, de quoi avons-nous peur? Finalement, de quoi avons-nous peur? Nous avons besoin de très peu de choses. Et que finalement, je voudrais terminer avec ça. Moi, j'ai trouvé dans l'ADN de Fondation, j'en ai parlé à une conférence l'autre jour, l'essentiel de ce qu'il faut pour que notre Afrique se mette debout. L'essentiel de ce qu'il faut là, il faut aller le trouver dans l'ADN de Fondation.
si nous tous, nous nous levons ici, là, hein, il n'y a pas de raison, il y a que l'Afrique continue d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons tout. Et c'est ce que je répète ici à Sichem, si quelqu'un a faim à Sichem, là, il a choisi d'avoir faim. Hein, ce n'est pas une contrainte. Il y a beaucoup de choses ici qui attendent leur développement, leur déploiement, etc., qui ne le sont pas parce que, bon, on a choisi, c'est un choix. Donc, faisons pour la nouvelle génération. Et moi, c'est ma plus grande récompense aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur de voir de mon vivant ceux qui vont poursuivre cette œuvre qu'il a voulu. Hein? Et donc, c'est ça. Donc, Dieu nous a bénis et notre bénédiction, c'est chacun de vous pour continuer à semer. N'ayez pas peur pour vous. Hein? De quoi avons-nous besoin? Hein? Seul, on ne peut pas. Même on peut être un génie, mais seul, on ne peut pas. C'est ensemble. Donc, ensemble, bon, nous y arrivons. Il n'y a pas de raison qu'on échoue ensemble. De toutes les façons, l'échec n'existe pas. OK. Merci beaucoup. Donc, je voudrais m'arrêter là. On peut continuer à échanger. Hein. C'est d'abord nous-mêmes, en tant que personne, de relever le défi. Le premier défi, c'est personnel.